Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 2 juin, au sommaire cette semaine, 5 articles. Les Français, les e-commerçants ne sont pas sur la même longueur d'onde, à lire sur e-commercemag.fr. Écosystème à mission, le futur des organisations, à lire toujours sur e-commercemag.fr. Quel est l'impact environnemental d'un achat sur Vinted, à lire sur fashionunited.fr. Comment Decathlon place l'éco-conception au cœur de ses produits, à lire sur republic-retail.fr. Et enfin, Mano déploie son score carbone sur plus de 500 000 produits, à lire sur e-commercemag.fr. Je vous le rappelle, sur le site Les Digital Doers, vous avez accès à une revue de presse publiée sur LinkedIn et qui rassemble les articles édités dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Je vous souhaite donc une bonne écoute, toujours sans coupure. Les Français et les e-commerçants ne sont pas sur la même longueur d'onde, à lire sur e-commercemag.fr en date du 29 mai. Une étude publiée par ShipStation et Packlink souligne que les Français restent très adeptes des magasins physiques, mais se tournent de plus en plus vers l'omnicanalité. Cette même enquête souligne que les retailers ne fournissent pas de solutions à la hauteur des attentes des consommateurs de l'Hexagone. ShipStation et Packlink, sociétés spécialisées dans la fourniture de solutions de gestion des expéditions pour les e-commerçants, ont publié une étude sur les habitudes d'achat et de vente des consommateurs et e-commerçants français, ainsi que celles de leurs voisins européens. Cette étude souligne la divergence entre les attentes des consommateurs et ce que proposent les retailers. Les Français restent très attachés aux achats en magasin. Sur les 12 derniers mois, près d'un Français sur 3 affirme avoir acheté ses produits non alimentaires uniquement en magasin. Ce chiffre positionne la France bien loin devant ses homologues européens, où la part des achats exclusivement en physique est plus restreinte, 29% en Allemagne, 23% en Allemagne, 23% aussi en Espagne ou encore 15% au Royaume-Uni. A l'inverse, les Français ne sont que 11% à réaliser leurs achats non alimentaires exclusivement en ligne. En revanche, plus d'un consommateur français sur 2, 55%, est adepte de l'omnicanalité, soit le fait de réaliser ses achats aussi bien en magasin qu'en ligne. Mais toutes les catégories de produits ne sont pas logées à la même enseigne. En matière d'omnicanalité, si les achats de vêtements, 76%, ou d'articles de maison, 61%, sont plus largement réalisés en ligne, ce n'est pas le cas des produits de jardinage et de bricolage, 36%, ou des appareils électroniques, 50%. Pour ces derniers, les Français sont même les Européens qui effectuent le moins d'achats en ligne, avec une moyenne européenne à 60% de e-consommateurs ayant acheté un appareil électronique ces 12 derniers mois. A contrario, les Français ont la particularité d'être les plus gros acheteurs en ligne de livres, jeux et jouets pour enfants, avec 61% des interrogés ayant acheté ces articles en ligne. Ils dépassent largement la moyenne européenne de 55%. Les commerçants investissent peu les canaux privilégiés par les e-consommateurs. Cette étude montre que les Français qui consomment en ligne préfèrent fréquenter les marketplaces, 59%, bien devant les sites, 24%, et applications, 13%, créés par les marques. Pourtant, les vendeurs français ne semblent pas investir en priorité les canaux privilégiés par les consommateurs de l'Hexagone, et des divergences apparaissent. 65% des e-commerçants déclarent mettre en ligne leurs produits directement sur leur propre site et seulement 30% sur les marketplaces, soit le chiffre le plus bas en Europe, loin derrière le Royaume-Uni, 66%, l'Italie, 68%, ou encore l'Allemagne, 75%. Plus encore, aucun commerçant français interrogé n'a déclaré vendre via sa propre application, ce qui contraste avec les 13% de Français désignant cette option comme leur canal d'achat favori. Écosystème à mission, le futur des organisations, à lire sur e-commercemag.fr en date du 31 mai.
Aujourd'hui, nous constatons que les organisations qui tirent leur épingle du jeu, comme Patagonia, Mars ou encore Too Good To Go ou Blablacar, chez les startups de la French Tech, ont fait le choix du collectif. Elles ont bâti des écosystèmes qui sont porteurs de sens plutôt que de jouer seules. Mais qu'est-ce qu'un écosystème et comment cela fonctionne? Comment franchir le cap pour lancer ou rejoindre un écosystème? Fonctionner en écosystème, quels avantages? Un écosystème est un milieu organisé où tous les participants, chefs d'orchestre, clients, partenaires ou acteurs complémentaires, institutions, associations, ont un rôle et contribuent au fonctionnement d'un ensemble. Dans la nature, on parle ainsi de l'écosystème de la forêt pour décrire l'ensemble de ses occupants, animaux, végétaux, minéraux qui interagissent dans cet environnement. Au sein des écosystèmes que construisent les organisations, les participants sont interconnectés et coopèrent. Ils co-créent ensemble autour d'objectifs communs. Les organisations fonctionnant en écosystème peuvent de fait offrir davantage de valeur à leurs clients et répondre à des défis d'envergure que peu ou aucune organisation serait seule capable de relever. Pour Patagonia, c'est la protection de notre maison, la planète, en collaboration avec des associations et institutions. Grâce à toutes ces synergies, les organisations écosystémiques s'imposent sur le marché avec des produits et services uniques plébiscités par leurs clients. C'est qui le patron, par exemple, permet aux consommateurs de reprendre la main sur leurs actes d'achat en décidant eux-mêmes de la composition des produits en rayon. Les agriculteurs qui produisent sont eux rémunérés au juste prix. Ces écosystèmes ont d'ailleurs souvent des plateformes en leur cœur. Les smartphones d'Apple ou Google sont augmentés par des millions d'applications et de contenus orchestrés par les App Store. Dans le monde B2B, SAP ou Salesforce travaillent en étroite collaboration avec leur système de partenaires. Au total, la valeur créée au sein de l'écosystème est supérieure à la somme des contributions individuelles de chaque participant. Passer le cap en s'alignant sur les écosystèmes émergents. Il est prouvé qu'aujourd'hui, les entreprises qui ont le plus de succès en termes d'impact et de rentabilité fonctionnent en écosystème. Alors pourquoi certaines entreprises n'ont pas encore pris ce tournant ? Aujourd'hui, encore beaucoup d'entreprises restent dans leur rail opérationnel et ne perçoivent qu'instinctivement ces changements profonds que les nouvelles technologies comme l'IA contribuent à accélérer. Inscrire la réflexion écosystémique et les stratégies de plateforme associées à l'ordre du jour de son prochain comité de direction est sans doute un des meilleurs moyens d'enclencher cette notion de jeu collectif pour développer ses activités dans un marché en constante évolution. Se positionner comme chef d'orchestre d'un écosystème demande de nouvelles compétences managériales. Il va falloir appréhender les problématiques de manière holistique, mettre en place une gouvernance durable et équitable, développer des propositions de valeur pour tous les participants et orchestrer des contributions pour répondre au mieux aux nouveaux besoins des clients. Bien que le rôle d'orchestration soit souvent convoité, car il donne à son détenteur une position stratégique et privilégiée à de nombreux égards, c'est aussi un rôle particulièrement difficile à jouer. Il est donc important de bien comprendre la dynamique des écosystèmes émergents et les rôles qu'il peut être judicieux d'explorer en tant que participant. Ainsi, un créateur de contenu de grande qualité, par exemple le créateur du Trône de Fer qui négocie avec HBO et Netflix, peut tout à fait tirer son épingle du jeu en gardant une position de contributeur plutôt qu'un rôle d'orchestration. Il est donc temps de prendre la même voie que les acteurs incontournables et se demander si nous, entreprises, nous avons une stratégie d'écosystème. Quelle est notre mission ? À quel écosystème sommes-nous alignés ? Et quel rôle joue-t-on ? Quel est l'impact environnemental d'un achat sur Vinted ? À lire sur fashionunited.fr en date du 1er juin. Alors que l'industrie de la mode est souvent pointée du doigt pour son impact négatif sur l'environnement, la plateforme de revente d'articles de mode et d'accessoires Vinted présente son rapport dévoilant les avantages de son système de revente sur l'environnement. Lors de son lancement en 2008, Vinted faisait figure de précurseur avec un concept peu répandu à l'époque. En 2023, la seconde main fait partie des principales solutions de lutte contre le gaspillage et de nombreuses marques s'engagent sur ce chemin.
15 ans après son lancement, Vinted est plus que jamais convaincu de son modèle et veut prouver que celui-ci a permis de réduire l'impact négatif de l'industrie de la mode sur l'environnement. Pour confirmer cette idée, l'entreprise d'origine lituanienne s'est associée à la plateforme de suivi des émissions de carbone Vayu pour fournir une analyse indépendante des émissions de carbone évitées grâce à son offre de seconde main. La seconde main pour contribuer à la protection du climat. Selon l'étude, acheter des vêtements de seconde main sur Vinted plutôt que d'acheter du neuf a permis d'économiser 1,8 kg d'équivalent dioxyde de carbone sur une année. L'étude déclare donc concrètement que l'achat d'un article de seconde main sur Vinted a un impact climatique nettement inférieur à celui d'un article neuf qui implique sa production et sa distribution. Pour chaque 2,56 vêtements achetés sur Vinted, l'achat d'un vêtement neuf a été évité. Les résultats ont montré que 39% des transactions sur Vinted ont permis d'éviter l'achat d'un article neuf. L'étude indique également que le total des émissions de carbone économisées par la plateforme Vinted en 2021 était de 453 kilotonnes de CO2. Parmi les clients interrogés, 1 sur 5 déclare choisir d'acheter des articles de seconde main plutôt que des articles neufs, même si un vêtement neuf coûtait à peu près le même prix qu'un vêtement de seconde main. En d'autres termes, la seconde main est devenue le premier choix pour 20% des membres de Vinted. Ils sont aussi 20% parmi les acheteurs et vendeurs Vinted interrogés à déclarer être motivés par des préoccupations environnementales et sociales. La majorité des membres de Vinted interrogés, 73% des transactions, a aussi choisi de faire livrer ses articles dans un point relais. Les livraisons en point plutôt qu'au domicile ont permis de réduire les émissions de 62%. Pour réaliser cette étude, Vayu a utilisé une approche connue sous le nom d'analyse du cycle de vie conséquentiel. L'entreprise a analysé un demi-milliard de transactions et les informations fournies par plus de 350 000 membres Vinted. Comment Decathlon place l'éco-conception au cœur de ses produits, à lire sur republic-retail.fr en date du 2 juin. L'ambition est forte pour Decathlon avec 100% de produits éco-conçus d'ici 2026. Pour cela, toute la chaîne de fabrication et de production doit être revue pour obtenir des produits plus durables et écologiques. Décryptage. 78% des émissions de CO2 de Decathlon sont dues à la fabrication de ces produits. Partant de ce constat, l'enseigne d'équipements sportifs a décidé de s'attaquer aux méthodes de fabrication en développant l'éco-conception. Depuis une dizaine d'années, nous évaluons l'impact de nos produits via une première expérimentation de l'affichage environnemental, explique Marc Pérégnier, responsable de l'éco-conception chez Decathlon. En 2016, l'entreprise a pris un virage stratégique en plaçant au cœur de son modèle le développement durable, avec l'engagement de réduire de 20% ses émissions de gaz à effet de serre, sans compensation entre 2021 et 2026. Chaque leader d'équipe a ainsi des objectifs à atteindre. Mon rôle est d'accompagner les ingénieurs, designers et chefs de produits dans la réduction de l'impact d'un produit mis sur le marché et que nous avons conçu. Définir les critères d'éco-conception. Dans les faits, la norme ISO 14025 définit un produit éco-conçu sur l'ensemble de son cycle de vie, de l'extraction de la matière première jusqu'à sa fin de vie en passant par l'usage, tout en maintenant des qualités d'usage équivalentes ou supérieures. Nous avons décidé d'aller un peu plus loin car cette norme ne permettait pas aux équipes de conception d'interpréter factuellement, souligne Marc Pérégnier. Nous avons donc établi notre définition de l'éco-conception avec des critères précis pour chaque catégorie de produits, textiles, chaussures, vélos, matériel, pour lesquels les équipes peuvent s'appuyer. Pour l'ensemble de nos produits, nous devons diminuer d'au moins 10% leur impact environnemental. Une production plus responsable. Decathlon a aussi instauré des critères qualitatifs. Un produit textile doit par exemple intégrer dans ses matières principales au moins 70% de matière polyester recyclée, 90% de coton biologique. L'enseigne travaille aussi sur des teintures plus responsables en mettant le pigment directement au début de la fabrication du fil. Nous n'avons pas besoin de plonger tout un tissu dans un grand bassin chauffé, souligne le responsable de l'éco-conception. Cela réduit drastiquement l'impact carbone de la production des t-shirts en économisant l'énergie et l'eau.
La coloration des textiles est un processus à fort impact environnemental, consommateur d'énergie et impliquant l'utilisation de beaucoup d'eau et de produits chimiques pour les trempages dans les bains de teinture. Pour être qualifié d'éco-conçu, 80% des casses et pannes les plus fréquentes doivent pouvoir être réparées. Côté production, l'enseigne présente dans 70 marchés et en production dans 40 pays s'est engagée à arrêter l'utilisation de charbon chez ses fournisseurs. Nous pouvons investir dans des machines, mais nous privilégions un partenariat fort avec nos fournisseurs en construisant avec eux une relation durable, explique-t-il. 100% des produits éco-conçus d'ici 2026. Donc d'ici 2026, Decathlon se donne pour objectif d'atteindre 100% des produits éco-conçus. Aujourd'hui, nous sommes à 23%, pointe Marc Pérégnier, mais cette augmentation est exponentielle. Chaque année, nous doublons la part de ces articles. Nous travaillons ainsi sur les matières. Par exemple, pour un t-shirt, il y a 3 points clés à prendre en compte dans son impact: la matière, la teinture et l'énergie. Dans cette éco-conception, Decathlon priorise en s'attaquant aux produits les plus impactants de son offre. Si vous prenez le sport de randonnée, nous avons identifié 3 produits phares les plus achetés: la polaire, la tente et le t-shirt. Nous mettons tous nos efforts dessus en termes d'investissement et de temps, plutôt qu'un produit isolé moins vendu et qui toucherait donc moins de clients. Des catégories plus en avance que d'autres. Quand on travaille sur l'éco-conception, le temps s'allonge au début du projet car il y a une phase d'analyse des enjeux environnementaux plus importante, puis il faut trouver des solutions, matières recyclées, mode de teinture, et réaliser un travail en R&D, pointe le responsable. Le reste est identique, qualité de production, d'approvisionnement. Nous sommes aujourd'hui sur un temps quasi similaire, entre 10 et 20% supplémentaires. Mon rôle est de faire en sorte que l'éco-conception devienne un standard de conception. Certaines catégories commencent à avoir une part importante de produits éco-conçus. Sans grande surprise, le textile est le plus avancé, vu que le travail a démarré il y a une dizaine d'années, suivi de la catégorie chaussures, puis le matériel. Sur les autres entités, nous sommes soit en R&D, où la qualité d'usage n'est pas encore là. Nous venons par exemple de trouver une solution d'éco-conception pour les combinaisons néoprène, les combinaisons pour le surf, plongée, voile, qui permettent que le corps garde une certaine température dans l'eau, qui seront commercialisés en 2024-2025 après 3 ans de recherche. Côté prix, les produits restent dans le même positionnement de l'enseigne, des prix accessibles à tous. Même si l'éco-conception peut revenir plus cher, nous travaillons les marges, la gamme complète de produits. Dans chaque sport, nous avons un référent sur le développement durable au global. Cela représente une centaine de personnes sur le réseau, responsables d'appliquer la stratégie de Decathlon au sein de leur sport et entité. L'équipe de développement durable est composée de 60 personnes et 8 pour l'éco-conception. Decathlon se donne donc les moyens de ses ambitions. Mano déploie son score carbone sur plus de 500 000 produits, à lire sur e-commercemag.fr en date du 29 mai. Mano, acteur européen du commerce en ligne, du secteur bricolage, de la maison et du jardin, lance son outil de mesure et de comparaison de l'empreinte carbone des produits vendus sur sa plateforme. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à leur alimentation, souhaitent s'habiller de manière plus responsable ou encore se déplacer de manière plus durable. Cette volonté s'exprime aussi dans le secteur du bricolage. Mano lance ainsi son outil de mesure de comparaison de l'empreinte carbone des produits qu'il vend sur son site. Ce nouvel indicateur répond à un objectif: permettre à tous les consommateurs de faire des choix plus éclairés pour bricoler, jardiner, équiper et décorer sa maison de manière plus responsable grâce à une note de A à E. Ce score carbone fait partie d'une série d'initiatives lancées par Mano pour guider ses clients vers une consommation plus responsable. Après l'arrivée d'une offre complète en matière de rénovation énergétique au printemps dernier et d'une offre de produits seconde vie disponible depuis cet hiver, le score carbone marque une nouvelle étape pour favoriser des achats plus responsables dans le secteur du bricolage, du jardin et de la maison. Comment Mano estime l'empreinte carbone d'un produit ? Pour créer ce score, Mano a travaillé avec Willow, filiale de Greenly, expert français de la mesure carbone.
Ensemble, ils ont mis au point une analyse du cycle de vie simplifiée qui estime l'empreinte carbone d'un produit en intégrant les émissions de CO2 associées à chaque étape de son cycle de vie. L'extraction des matières premières, cette étape évalue les émissions de CO2 liées à l'extraction des matières premières qui entrent dans la composition du produit. La fabrication, cette étape évalue les émissions de CO2 liées au processus de fabrication du produit dans l'unité de production, en usine ou en atelier. La distribution, cette étape évalue les émissions liées au transport du produit depuis son lieu de production jusqu'au domicile de l'acheteur. L'utilisation, celle liée à l'utilisation du produit, et puis enfin la fin de vie, cette étape qui évalue les émissions de CO2 liées à la gestion de la fin de vie du produit. En effet, les phases de traitement du produit, recyclage, enfouissement par exemple, sont à l'origine d'émissions de CO2. Comment s'affiche le score carbone de ManoMano ? Une note de A à E et un code couleur associés sont attribués à chaque produit pour permettre aux consommateurs de comparer entre eux les produits d'une même catégorie en fonction de leur empreinte carbone. Comment les produits sont-ils comparés ? ManoMano va comparer entre eux des produits d'une même catégorie. La jauge colorée permet d'identifier en un clin d'œil où se situe le produit par rapport aux autres produits de la catégorie. Tout le catalogue ManoMano est-il concerné ? Alors ManoMano déploie le score carbone sur plus de 500 000 produits et son ambition est d'attribuer un score à 40% de ces produits vus par ses visiteurs d'ici la fin de l'année 2023 et enfin près de 70% en 2024. Un projet d'envergure dans le secteur du bricolage qui concerne aussi bien les produits à destination des particuliers que des professionnels du bâtiment via la plateforme ManoMano Pro. L'affichage du score carbone sur ManoMano est accompagné d'un guide méthodologique détaillé pour tous les visiteurs du site pour mieux comprendre la démarche de ManoMano, ses engagements et sa méthode d'estimation. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.